Allons plus loin, continue avec le grand débat. On va parler des mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre les violences conjugales. Une cinquantaine de mesures issues d'un Grenelle qui a duré tout de même plusieurs mois. L'exécutif met 360 millions d'euros sur la table. Est-ce suffisant? Est-ce d'ailleurs le bon chiffre? On va ouvrir le débat avec nos invités dans un instant. D'abord, le détail des mesures, c'est avec Sandra Cerquera. Un électrochoc, c'est ce que souhaite provoquer le Premier ministre à l'issue du Grenelle contre les violences conjugales. C'est le regard de toute une société qui doit changer. La façon dont nous envisageons les rapports entre les hommes et les femmes, bien sûr. La façon dont nous envisageons la violence dans ces rapports. La dénonciation, très tôt, systématique. Une quarantaine de mesures annoncées, dont certaines existent déjà, comme la ligne d'écoute 3919. Elle fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour faire baisser la récidive, le gouvernement va cofinancer des centres d'accueil des hommes auteurs de violences, 2 dans chaque région. Ces centres permettront de suivre psychologiquement l'auteur de violence et donc d'offrir la possibilité à sa victime de demeurer à son domicile, car après tout, ce devrait être à l'auteur des violences de partir, non à sa victime. Pour mieux accompagner les dépôts de plainte, 80 nouveaux postes d'intervenants sociaux vont être créés. Policiers et gendarmes auront une grille unique d'évaluation du danger. D'autres mesures seront inscrites dans un projet de loi en janvier prochain, prévoyant la saisie des armes à feu dès le dépôt de plainte, la suspension de l'autorité parentale ou l'assouplissement du secret médical pour permettre aux médecins de signaler s'ils sont d'accord un danger imminent. 360 millions d'euros sont mis sur la table par le gouvernement, insuffisant pour les associations. Un Grenelle, pour nous, il n'y en a qu'un. Et là, en fait, ce que je me dis en sortant de ce Grenelle, c'est qu'il faut qu'on en refasse un l'année prochaine. Une proposition de loi a déjà été adoptée en octobre pour mettre en place un bracelet anti-rapprochement afin de maintenir les conjoints violents à distance, et ce dès 2020. Et allons plus loin sur ce sujet dans le grand débat. Laure Darcos, bonsoir. Vous êtes sénatrice LR de l'Essonne, membre de la Commission de la Culture et de l'Éducation. Je précise que nous avions invité un député La République En Marche qui a eu un empêchement, Gaël Le Bohec. Alissa Rabar, bienvenue. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Et Isabelle Rome est avec nous, haut fonctionnaire pour l'égalité femmes-hommes, magistrate et membre de la cellule justice de ce Grenelle contre les violences conjugales. Merci à toutes les trois. Peut-être vous d'abord, Alissa Rabar, on entend pas mal de militantes féministes déçues par les conclusions de ce Grenelle. C'est aussi votre sentiment ce soir à l'issue de 3 mois de discussion. Vous vous dites tout ça pour ça ? Malheureusement, oui. Je vais rebondir sur ce que Anne-Cécile Meffer disait dans la séquence qu'on vient de regarder. Lorsqu'on entend parler d'un Grenelle, on se dit qu'il va y avoir un avant et un après. Il va y avoir des mesures très fortes et une mobilisation politique très forte. Malheureusement, on est assez déçus globalement. Alors c'est vrai qu'il y a des mesures intéressantes et il y a aussi surtout des pistes intéressantes, mais qui ne sont pas suffisamment concrètes, suffisamment poussées à nos yeux. Donc par exemple, le fait de pouvoir déposer plainte dans les hôpitaux directement, ça c'est pour nous une bonne chose, un point positif. Aussi, il y a des notions très importantes dont on parle depuis très longtemps, comme l'emprise ou alors le suicide forcé, qui sont enfin reconnus, inclus dans le code pénal. Donc voilà, quand même, il y a des choses positives. Mais globalement, voilà, ça ne va pas assez loin. Il n'y a pas assez de mesures concrètes, pas assez de chiffres, pas assez de budget. Donc bon, on pourra y revenir tout au long du débat, plus précisément, point par point, j'imagine. Mais voilà, grosso modo, c'est insuffisant à nos yeux. Laure Darcos, c'est aussi votre sentiment? On a effectivement quand même quelques mesures concrètes. Je parlais des 1000 bracelets anti-rapprochement déployés en 2020. Pour vous, c'est à la hauteur? C'est un exécutif qui avait annoncé les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes comme étant une grande cause nationale du quinquennat. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le cas? Alors concernant les bracelets, comme vous savez, moi j'étais vraiment très allante sur la proposition de loi de mon collègue Aurélien Pradier, qui avançait beaucoup là-dessus, et on va, j'espère, avoir une CMP conclusive. Commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire, un échange entre députés et sénateurs sur le sujet. Je le précise pour nos téléspectateurs. Mais avec quels moyens? Enfin, moi j'attends, je n'imagine pas dans le projet de loi de finances on va être en train d'étudier, qu'il n'y ait pas 5 millions sur la table supplémentaires dans le budget de la justice pour pouvoir le faire. Enfin, j'espère que ce sera le cas. Moi, je reviens justement d'Evry, où j'étais avec la colonelle Karine Lejeune, qui est chef du groupement de gendarmerie, qui rassemblait toutes les associations essonniennes, et ainsi que la procureure de la République et une victime qui a eu un témoignage extrêmement poignant.
Et côté association, bien évidemment, beaucoup de déception, puisque c'est en même temps très bien, parce que la parole se libère, comme pour un autre point de vue sur le MeToo. Donc, il y a plus de femmes qui osent porter plainte et qui osent appeler les associations, mais en même temps, du coup, elles sont débordées. C'est ce que nous ont dit aussi les gendarmes et les policiers. Aussi, on en revient à la même chose, elles manquent de moyens. Elles manquent de moyens. Pareil pour les gendarmes et les policiers qui ont... il y en avait un qui témoignait que depuis le début, depuis ce week-end, il y avait déjà eu 4 gardes à vue pour violences intrafamiliales. Donc, c'est en même temps plutôt bien, c'est-à-dire qu'elles osent. Sauf que j'ai juste appris justement cet après-midi qu'en moyenne, les femmes font 16 allers-retours avant de finir par porter plainte. Tellement elles peuvent être sous l'emprise de leur conjoint ou simplement parce qu'elles font le premier pas et puis elles ont peur. Et puis elles se disent c'était sous l'emprise de l'alcool, donc il va changer. Enfin voilà. Donc je pense que là-dessus... 16 allers-retours en moyenne. 16 allers-retours. Et alors, honnêtement, il y a un chiffre, j'ai cru que c'est trompé d'un zéro quand j'ai lu le compte-rendu, parce que je n'ai pas pu écouter le Premier ministre en direct ce matin. 1000 logements supplémentaires. J'ai cru que c'était une blague, qu'ils avaient oublié un zéro. Enfin, je veux dire, non, mais dans l'Essonne, on en aurait besoin de 300 supplémentaires. Enfin, parce que c'est très bien la mesure sur l'éloignement du conjoint et sa prise en charge psychologique. Un policier en parlait, enfin un gendarme en parlait cet après-midi. Mais la plupart des femmes ne veulent pas rester dans le domicile, qui est souvent au nom du conjoint. Donc, il faut pouvoir les loger. Et c'est leur principal souci. Et elles portent plainte et elles vont au bout de la procédure lorsqu'elles savent où est-ce qu'elles vont pouvoir atterrir, entre guillemets, avec leurs enfants. Isabelle Rome, si on revient sur la question de la justice, pas encore celle du logement, ce manque de moyens, c'est-à-dire c'est bien que les femmes appellent, c'est bien qu'elles portent plainte, mais après on a un problème de moyens pour les accueillir dans de bonnes conditions. Oui, alors, comme vous l'avez dit, la justice est bien présente et prend toute sa part dans ce travail. Vous avez indiqué que 1000 bracelets anti-rapprochement seraient mis en place donc, en janvier 2020. De même, un effort important est fait aussi pour le financement des espaces de rencontres qui permettent ce qu'on appelle un droit de visite médiatisé, c'est-à-dire que pour éviter que les enfants soient mis en situation de danger lorsque leur papa les récupère le week-end, pour un petit moment. Donc, ils peuvent aller comme ça dans un lieu neutre. C'est à la fois une garantie de sécurité pour les enfants et pour les mamans. Donc ça, un effort subséquent est mis aussi sur ce dispositif. Mais vous avez la garantie du financement, c'est-à-dire que ce que pointe Laure Darcos sur ces mesures qui sont bonnes, qui vont dans le bon sens, est-ce qu'on a l'argent ? En tout cas, je veux dire, c'est très pointé au ministère de la Justice. Il n'y a pas de question sur le financement de ces mesures. Il n'y a pas de question. Ensuite, ce n'est pas du tout pour botter en touche que je vais dire ça. Moi, je suis magistrate, ça fait 30 ans que je fais du pénal, j'ai été présidente de cour d'assises et j'ai fait un certain nombre de constats au cours de ces années. Et je pense qu'aujourd'hui, l'heure est grave face au nombre de femmes tuées. Vous savez, moi, les visages des femmes sur des photos que je n'ai pas pu voir parce que je jugeais leurs assassins aux assises, vous voyez, ils me hantent toujours, ces visages. Donc, voilà, c'est aussi pour... Il n'y a pas de politique dans votre propos ce soir. C'est pour ça qu'on se bat. Et donc, il est important que nous réinterrogions nos pratiques. Si on veut changer de paradigme, si on veut changer de braquet, comme le dit la garde des Sceaux, il faut que nous nous réinterrogions. C'est ce que la justice a commencé à faire. Courageusement, la garde des Sceaux a saisi l'inspection générale pour examiner qu'est-ce qui s'est passé dans un certain nombre d'homicides. On a vu un certain nombre de constats effectués et de dysfonctionnements. Nous les entendons. Nous n'avons pas attendu ce rapport, d'ailleurs. Depuis 1 an, nous avons mis en place un programme de formation renforcé pour que les magistrats, mais pas que les magistrats, des avocats, des policiers, des représentants associatifs, aient des formations en proximité, près des cours d'appel. Il faut que tous les intervenants
par exemple, sache ce qu'est le phénomène d'emprise, ce qu'est le psychotraumatisme. Si on n'a pas connaissance de ces deux phénomènes, on passe à côté d'un traitement adapté de ces procédures de violence conjugale. Et donc, il est important que cette remise en cause se fasse et que des efforts soient faits. Nous mettons aussi en place des expérimentations pour des filières de l'urgence, donc au tribunal de grande instance de Créteil, de Rouen, d'Angoulême, pour que les procédures, notamment en demande de protection, d'ordonnance de protection, soient traitées rapidement, parce que le danger n'attend pas, mais aussi en qualité. C'est-à-dire traiter vite, mais traiter de manière adaptée justement à ces infractions. Alissa Barrard, quand vous entendez cela, est-ce que vous pouvez vous dire peut-être oui, il va y avoir un avant, un après Grenelle? Alors, les mesures qui concernent la justice font partie de celles qui m'ont le plus convaincue dans le Grenelle, et notamment le 17 novembre, le rapport qui a été rendu par Nicole Belloubet, dont vous parlez, et qui pointe les dysfonctionnements que les associations féministes dénoncent depuis des années et des années. Mais enfin, voilà, la sphère politique se saisit de ces questions-là, les refus de dépôt de plainte, 80% des plaintes pour violences conjugales qui sont classées sans suite, sur les 65 sur les victimes de féminicide, 65% qui avaient été signalées ou qui s'étaient signalées problème de formation aussi, des forces de l'ordre, donc problème de formation peut-être. C'est ça, absolument, et ça c'est pointé dans le dossier de presse sur le Grenelle, la formation de la police. Donc sur le premier semestre de 2020, il devrait y avoir une formation. Voilà. Donc là, c'est pareil, on n'a pas vraiment de budget, etc. Et pour moi, un angle mort aussi de ce Grenelle, c'est la formation plus générale. Donc vous parliez des magistrats et des magistrates. Il y a également les professionnels de santé. Pour nous, c'est l'ensemble des professionnels en contact avec les femmes victimes de violences qui devraient être formés sur ces questions. Je voudrais corriger un petit peu. Allez-y, vous pouvez, c'est un débat en direct. Parce qu'en fait, il y a eu peut-être quelques incompréhensions par rapport à ce rapport, et je pense qu'il est important de rétablir la vérité. Le chiffre de 80% qui est indiqué dans le rapport de l'inspection ne concerne que les dossiers qui ont été ouverts par l'inspection. Donc il y en a eu 88, 60 homicides, les autres étaient des tentatives. Mais sur la France entière, par an, on a un taux de réponse pénale de 86% sur les violences conjugales. Voilà. Donc dans 86% des dossiers, il y a une réponse qui est apportée. Je pense qu'il est très important d'apporter ce correctif, parce que sinon on est quand même vraiment dans le contresens et vraiment dans l'effroi. Et ce n'est pas le cas. En plus, là où vous avez raison, c'est que je pense que ça dépend d'un département à l'autre. Moi, j'ai la chance d'avoir un département, malheureusement d'être un département très touché, l'Essonne, par les violences conjugales, mais donc avec du coup un monde de la justice, une procureure de la République et des forces de l'ordre qui sont très très mobilisées. Et c'est amusant parce qu'en fait, elle n'a pas attendu, par exemple, qu'on puisse peut-être lever le secret médical pour dire je veux sensibiliser le monde de la santé. Nous, on avait fait des ateliers pour les Grenelles auxquels j'ai assisté à la préfecture. Il manquait en fait ce secteur de la santé comme le secteur de l'éducation. Il faut que tout le monde soit avec la même information, la même coordination en fait d'information, et que donc la personne aille ou pas directement à l'hôpital ou voir son médecin traitant ou aller porter plainte à la gendarmerie, que tout ce monde, qu'elle se sente portée et que ça aille jusqu'au bout. Parce qu'en fait, je pense que sinon, elles ont le temps de se rétracter par intimidation, etc. Et donc, les choses sont un petit peu différentes. Moi, je voulais juste revenir sur 2-3 points, parce qu'on n'a pas attendu non plus en même temps les Grenelles. Je suis à la délégation aux droits des femmes au Sénat. On a fait beaucoup de rapports. La proposition de loi d'Aurélien Pradier, on n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'on voulait pour certaines sur certains de nos bancs lors de son passage au Sénat, mais notamment sur l'autorité parentale. On avait déjà beaucoup travaillé dessus. Annick Billon, qui est notre présidente de délégation, a demandé un rapport au gouvernement sur ce sujet. Donc, il y a, en fait, je ne suis pas en train de dire c'est nous qui l'avons porté avant, etc. C'est en fait, je pense, une concordance entre les associations, le monde de la justice, le monde des forces publiques, etc. Une concordance historique, parce qu'il y a un sénateur qui travaille sur les violences faites aux femmes depuis plus de 10 ans, et peut-être que le grand public ne le sait pas trop. Il a même fait voter une loi majeure en 2010. On va le rejoindre, c'est Roland Courteau, puisqu'il est en salle des conférences avec Fanny Conquis, et il va nous expliquer tout cela. Courteau, vous suivez ces sujets des violences faites aux femmes depuis longtemps. Pour vous, un des aspects essentiels, c'est la prévention. Oui, évidemment.
dans l'immédiat, il faut sanctionner plus sévèrement les auteurs de violences, protéger plus efficacement les victimes, et notamment les enfants, les femmes et les enfants. Mais si on veut éradiquer ce fléau à moyen terme, alors il faut commencer par combattre les inégalités, parce que c'est sur le terrain des inégalités entre les femmes et les hommes que prospèrent les violences intrafamiliales et conjugales. Alors comment faire concrètement ? Et dans le même temps, il faut aussi s'attaquer aux stéréotypes sexistes, lesquels génèrent ces mêmes inégalités. Et là, il faut commencer dès le plus jeune âge. Alors ça veut dire à l'école, à la maternelle, l'école primaire. J'ai fait adopter un amendement dans la loi de 2010 qui donne possibilité aux chefs d'établissement d'inviter des associations, des parlementaires, des personnels des forces de l'ordre pour parler de ces inégalités, pour parler de la lutte contre les préjugés sexistes, les stéréotypes sexistes et notamment des violences à l'égard des femmes. Et je peux vous dire que je m'applique cette disposition législative. J'ai rencontré depuis une dizaine d'années plus de 16 000 collégiens et lycéens. Et je suis optimiste, relativement évidemment, quand je vois les réactions des garçons lorsqu'on leur parle de cette nécessité de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. C'est comme ça qu'on va changer le regard et du coup et les mentalités. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut, je crois, s'attaquer aux racines du mal, les stéréotypes sexistes. Voilà le danger. C'est eux qui génèrent ces inégalités. Est-ce qu'il faut aussi informer sur les droits des femmes, les sanctions encourues, informer sur ce sujet-là? Alors là, je crois que on a droit, une fois par an ou deux, à des campagnes à la télévision, dans la presse, pour sensibiliser l'opinion. C'est très insuffisant. Plus on en parlera de ce fléau, plus vite on fera reculer le fléau en question. D'ailleurs, j'ai vu qu'un sondage récent démontrait que 65 à 70% des Français considéraient qu'on ne parlait pas suffisamment assez de ce fléau-là. Donc il faut multiplier les campagnes de prévention, les campagnes de sensibilisation, les campagnes d'information. Vous savez, au lendemain de l'adoption de ma première loi spécifique, la loi de 2006, on a abondamment communiqué dans mon département. Mais je vais vous dire une chose, l'année qui a suivi, le nombre de plaintes a augmenté de 58%. Donc vous avez vu l'effet immédiat de cette communication. On a contribué à déchirer le voile du silence. Merci beaucoup, Roland Courteau, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci à vous, Fanny. Isabelle Rome, une réaction? Oui, bien sûr, lutter contre les stéréotypes, mais aussi prendre en charge cette violence. Nous faisions un petit aparté avec Madame la sénatrice, et c'est vrai qu'il y a aussi ce phénomène de la violence. Un certain nombre d'auteurs ont pu aussi parfois être victimes de violences dans leur enfance. Il faut pouvoir éviter ça pour les jeunes travailler ce problème, et c'est pourquoi d'ailleurs avec le parquet général de la Cour d'appel de Paris, nous allons, le parquet général va lancer une expérimentation sur l'évaluation psychologique, justement sur la dangerosité criminologique des auteurs, dans le cadre d'une nouvelle procédure qui s'appelle la comparution à délai rapproché, c'est-à-dire avec un premier passage devant le procureur et dans un délai de 2 mois, ensuite le jugement. Donc pendant ce délai de 2 mois, nous pourrons effectuer une expertise approfondie, ce qui n'est pas possible pendant le temps des gardes à vue, ce qui fait que le tribunal aura des éléments importants, intéressants lors du jugement. Et ça, c'est une avancée aussi importante, puisque nous allons travailler aussi avec un pool d'experts. Et puis, dans les différentes mesures envisagées, aussi bien sûr des protocoles pour la prise en charge des auteurs, sur la prise en charge de la violence, notamment dans le cadre de l'éviction du conjoint du domicile, pour que on ne laisse pas cette violence sans réponse, sinon elle est reproductible et c'est la récidive. Voilà. D'où l'importance du travail de prévention dont parle Roland Courteau et sur lequel il travaille depuis 10 ans, Alissa Abara. Oui, absolument. Je suis contente qu'on en parle parce que pour moi, c'est aussi un des angles morts du Grenelle. Il n'y a pas beaucoup de propos autour de la sensibilisation. Donc, Oser le féminisme, on est une association de sensibilisation. On pense qu'il y a vraiment 2 jambes dans le combat féministe, le combat pour l'égalité. C'est évidemment les avancées législatives, mais également le changement des mentalités, cette sensibilisation.
Donc nous, on fait des J'ai compris qu'il y aurait des interventions. choses dans les écoles, justement, que ça fait partie des mesures issues de ce Grenelle, c'est d'aller dans les écoles pour parler aux jeunes et justement lutter contre les discriminations hommes-femmes. En fait, c'est assez faible parce que depuis 2010-2013, il y a cette obligation normalement de formation des enseignants et des enseignantes. Il y a des associations qui se rendent dans les établissements scolaires. C'est le cas d'Oser le féminisme. On va dans les collèges et les lycées. À Toulouse, moi je viens de Toulouse, il y a une association qui s'appelle Artemisia qui intervient même dans les crèches parce que c'est dès le début de la socialisation en fait qu'il y a ces stéréotypes de genre qui s'instaurent. Et en fait, le Grenelle n'apporte... question de la prévention, le gouvernement ne va pas assez loin là. Ça n'apporte pas de précision au niveau du contenu des formations ni au niveau du volume des formations. C'est encore trop peu sur un volet aussi important. On aurait aimé beaucoup plus de choses et aussi et surtout des campagnes à l'échelle nationale, des campagnes pour le grand public parce que ça passe pas que chez les jeunes. Sur la question des violences, on sait que par exemple sur un viol, on a tellement à travers notre culture le mythe d'un viol qui se fait, l'agresseur est un étranger, c'est dans une ruelle sombre, la victime a bu, elle est sortie tard le soir, etc. Alors que dans 90% des cas, les viols se font par un agresseur connu de la victime, donc un membre de la famille, un conjoint, etc. Et du coup, les victimes mettent parfois des années avant de se rendre compte de ce qu'elles ont vécu et du coup, quid du dépôt de plainte, etc. Même dans un système où, au niveau pénal, au niveau judiciaire, il n'y aurait aucun problème, aucun dysfonctionnement. Donc la sensibilisation, c'est excessivement important. Et par exemple, justement, dans l'introduction de son dossier de presse sur le Grenelle, Marlène Schiappa énonce ce nombre par rapport au 3919, du coup, la ligne d'appel pour les urgences pour les femmes victimes de violences. Il y aurait 8%, avant le début du Grenelle, 8% de la population française qui connaissait ce numéro. À la fin du Grenelle, on monte à 59%. Et les appels sont passés de à peu près 150 par jour à 600 par jour. Donc c'est énorme. Et on se rend bien compte qu'avec un petit effort du gouvernement, lorsqu'on parle de ce genre d'informations, eh bien, ça fonctionne. Alors, dans ce débat, à tort ou à raison, on prend toujours l'exemple de l'Espagne comme modèle. Il faut dire que les résultats sont là. C'est évidemment toujours beaucoup trop, mais les féminicides ont vraiment reculé. Je voudrais juste vous donner quelques chiffres. 47 femmes sont mortes des mains de leur conjoint ou ex-conjoint en 2018, 46 depuis début 2019. Elles étaient 71 en 2003. Je rappelle qu'en France, depuis le début de l'année 2019, au moins 137 femmes ont été tuées. Alors, on a eu envie d'en savoir un petit peu plus sur l'Espagne. Flora Sauvage est allée tourner un reportage pour l'émission Europe Hebdo qui sera diffusée mercredi prochain. Elle a recueilli différents témoignages de femmes, de professionnels et elle a interviewé un juge spécialisé de ces affaires parce que ça existe là-bas. Et il nous explique tout ce qu'il peut faire lorsqu'une plainte est déposée. Je voudrais qu'on l'écoute. Quand je prends une ordonnance de protection, je dois décider si je mets en place une mesure anti-rapprochement de l'agresseur vis-à-vis de la victime. L'idée, c'est que la victime soit protégée tant au niveau pénal qu'au niveau civil. Je peux envoyer l'agresseur en prison ou lui faire porter un bracelet électronique. Lui ordonner un contrôle s'il approche d'un certain périmètre à proximité de la victime. Je peux aussi décider d'une mesure de protection 24 heures sur 24 pour la victime. On comprend en tout cas qu'il peut faire beaucoup de choses, Laure Darcos. Oui, c'est vrai qu'on a pris ce modèle espagnol, même pendant nos discussions parlementaires. Moi, je voulais revenir justement auprès de Mme Rome pour dire, j'avais fait un amendement qui n'est pas passé au Sénat, mais j'espère que ça passera après de nouveau à l'Assemblée, sur le fait qu'en fait, j'avais vu qu'un juge des affaires familiales n'osait pas entraver une liberté aussi importante que de mettre un bracelet anti-rapprochement et qu'il fallait que ça passe par les juges des libertés et la détention. Et moi, j'ai un procureur en Essonne qui, en effet, le passe directement en fait en pénal quand les faits sont avérés. Et je pense qu'on a en France ce problème qu'au départ, les choses sont réglées aux affaires familiales. Et aux affaires familiales, ça ne se passe pas de la même façon. Et je peux vous dire que j'ai eu des témoignages là dernièrement de femmes qui me disent mon ancien conjoint va purger sa peine et après. Est-ce que je vais pouvoir avoir un éloignement en fait à vie qui va me permettre de pouvoir être en sécurité? Je voulais juste revenir 2 minutes après. Parce qu'il nous reste 2 minutes. Voilà. C'est que sur le genre, etc. Je trouve ça très important, mais je pense vraiment qu'il faut mettre le paquet sur ces enfants qui eux-mêmes ont vu ces violences conjugales entre leurs parents et qui ont eux-mêmes subi leurs violences, parce que malheureusement les chiffres sont terribles. Autant les violences conjugales sont sur toutes les secteurs, les classes sociales, autant
il est avéré en effet que lorsqu'on n'a que ça comme modèle familial, on reproduit la même chose. Et je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il faut peut-être traiter, et ça manque au Grenelle, traiter vraiment, vraiment avec soin ces enfants qui ont subi un tel spectacle. Isabelle Rome, pardonnez-moi, il nous reste 1 minute. Non, alors juste pour dire que la réponse pénale, elle existe et la contrainte existe. Simplement, ce sont 2 juges différents qui apportent des réponses, mais elles existent. C'est-à-dire que les contrôles judiciaires avec éloignement, le bracelet anti-rapprochement pourra être prononcé aussi bien par un juge pénal que par le juge des affaires familiales. Mais seulement, effectivement, dans le cadre civil, avec l'accord. Mais sinon, c'est possible aussi au pénal sans l'accord. Et instruire dans les 72 heures qui suivent une plainte. Oui, ça, c'est ce qui se passe en Espagne. Mais si vous voulez, nous n'en sommes pas forcément très loin. Quand vous avez quelqu'un qui, après 48 heures, passe en comparution immédiate, on traite aussi, vous voyez, dans les 72 heures. Donc, en fait, il faut aussi voir comment ça fonctionne avec notre propre système. Parce que quand on regarde bien sûr que l'Espagne est globalement en avance sur un certain nombre de points, mais on n'est pas si nul quand même. Et en tout cas, les réponses sont apportées aussi au pénal et elles peuvent être aussi apportées dans l'urgence. L'urgence, elle est surtout améliorée sur la prise en charge civile dans le cadre des ordonnances de protection. Et c'est justement tout le travail que nous menons en co-construction avec les juridictions. Parce que aussi, ce qui est important, c'est de construire avec les parquets qui ont déjà pris des initiatives intéressantes, les juridictions, une vraie politique pénale de lutte contre les violences conjugales. Et on continuera d'en parler sur Public Sénat. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues ce soir débattre très sereinement de ce sujet. Merci à